Quand utilise-t-on le radier général? Nous allons répondre à cette question. D'abord, on va commencer par la définition. Le radier est une dalle plane, éventuellement nervurée, constituant l'ensemble des fondations d'un bâtiment. Il s'étend sur toute la surface de l'ouvrage. Elle comporte parfois des débords console extérieur. Voici l'image d'un radier. Quels sont les avantages du radier général? Les avantages du radier par rapport à la semelle unique, c'est quoi? Diminution du risque d'étassement. Très bonne liaison dans la rigidité du bâtiment. Là, nous devons savoir les modes de fonctionnement qui fait aussi partie des avantages du radier général. Lorsque la capacité portante est faible, le radier est alors conçu pour jouer un rôle de répartiteur des charges. Son étude doit s'accompagner d'une éventuelle vérification du tassement général de la construction. Donc, vous ne pouvez pas envisager d'utiliser un radier général seulement sans vérifier le tassement général de la construction et surtout si la capacité portante est très faible. Lorsque le sous-sol d'un bâtiment est inondable, cas par exemple d'un terrain marécageux, on se doit d'utiliser le radier général. Le radier joue alors le rôle d'un cuvelage étanche pour résister aux sous-pressions. Ce type d'ouvrage ne doit pas être soumis à des charges pouvant provoquer des tassements différentiels trop élevés entre les zones du radier. Et cela suppose qu'on ne doit pas avoir une dissymétrie de chargement, encore moins une hétérogénéité sur la nature du sol. Dans les cas des couches sous-jacentes très compressibles, les concepteurs doivent vérifier que le point de passage de la résistance coïncide sensiblement avec les centres de gravité du radier. C'est important qu'il y ait cette coïncidence-là entre la résistance générale de toutes les charges du bâtiment ainsi que le centre de gravité du radier dans le cas où nous avons des sols compressibles. Lorsque la compressibilité du sol varie de manière importante ou lorsque la structure présente des différences marquées de rigidité, il y a les pouvoirs des joints de rupture. Même pour le radier général, on peut utiliser les joints de rupture. Critères de choix maintenant. Comment choisir? Qu'est-ce qui nous pousse à choisir le radier général? Hormis ce que nous venons de dire. Le radier est justifié si la surface des semelles isolées ou continues est très importante. Si la surface totale des semelles isolées et semelles continues est supérieure à 50% de l'emprise du bâtiment. Ce qui est le cas lorsque le sol a une faible capacité portante, mais il est relativement homogène, on vient de le dire. Les charges du bâtiment sont élevées, même des grandes hauteurs. Si nous avons même des grandes hauteurs, on recourt à la semelle au radier général, car la semelle filante ou isolée devient moins économique. Les charges du bâtiment sont élevées, l'ossature a une trame serrée, il y a risque de chevauchement. La profondeur à atteindre pour fonder sur un sol résistant est importante. Si on doit beaucoup creuser, donc là, dans ces cas-là, on préfère aussi utiliser le radier général et utiliser le sous-sol. Il est difficile de réaliser les pieux à raison de la nuisance ou de coûts. Par là, il y a plusieurs types de pieux. On parle généralement ici des pieux battus. Il existe des charges excentrées en rive des bâtiments. S'il y a des charges excentrées en rive des bâtiments, et que c'est beaucoup, bon, certes, ici, on peut aussi recourir aux semelles excentrées, mais si ça devient excessif, on peut recourir au radier général. Éventuellement, dans le cas des sous-sols utilisables, parking, garage, cave, en vue d'obtenir un sous-sol étanche qui relâche. Mode de fonctionnement. Concernant les actions, nous avons les charges actions descendantes et ascendantes. Les descendantes, ce sont les charges qui proviennent du bâtiment. Ascendantes, c'est la réaction du sol. Concernant les hypothèses, la répartition de pression sur le sol est considérée comme étant uniforme. Et on suppose que dans ces cas, le radier est rigide. Principes généraux, mais généralement, les poteaux sont inégalement chargés et on admet la simplification ci-dessous. Voici la simplification. La somme des charges provenant de la superstructure, est égale à l'intégrale de la contrainte mesurée par la surface.
Les conséquences. Il est nécessaire de renforcer les radios autour des appuis des murs et des poteaux, car le béton résiste bien à la traction et mal à la compression et très bien à la traction. Vous voyez ici, en dessous, on a essayé de mettre des renforts. Principe des constructions. On peut envisager la réalisation du radier qu'à certaines conditions. Quelles sont ces conditions-là? Les charges apportées par les bâtiments doivent être régulièrement réparties. Pas des bâtiments avec une partie haute et une partie moins haute. Il y a risque de voir des tassements incompatibles. C'est important d'avoir le même niveau, le même chargement. La répartition du contraint sous les radiers est uniforme. Le terrain sous les radiers n'est soumis qu'à des contraintes de compression en tout point. Le sol d'assise a une résistance régulière, pas d'étassement différentiel, pas de pointure. S'il y a une hétérogénéité du sol, il est conseillé de ne pas utiliser la poussée d'Archimède due à la présence non des pâteaux fortes. Donc on craint le soulèvement ici. On craint le soulèvement, raison pour laquelle il y a une condition qui demande à ce que le poids apporté à la fondation, dans le poids de la superstructure, y compris le poids même du radier, soit supérieur à la poussée d'Archimède. Nous avons les différents graphiques. Maintenant, on passe à un autre point, différents types de radiers. Nous en avons 4. Tous les radiers sont mis en place sur un béton de propriété ou un lit de sable. Le premier type de radier, il s'agit du radier plat d'épaisseur constante. Convient aux charges assez faibles et aux bâtiments de petite emprise. Facilité et rapidité d'exécution. Les murs ou les poteaux doivent s'appuyer directement sur la dalle avec possibilité de renforcer les sections de béton en droit des appuis. On revient sur ça. Les débords peuvent être de 30 à 40 cm ou soit comme ça. L'épaisseur du radier est généralement strictement supérieure à 1/20 de la portée. La portée qui est la distance entre le poteau ou le mur. Et l'épaisseur minimale du radier est de 20 cm. Ça pour le radier plat. On passe maintenant pour un autre type. Nous parlons maintenant du radier nervuré. Lorsque les charges sont importantes, pour que l'épaisseur du radier ne devienne pas excessive, on dispose des gravures de portée nervure pour rigidifier la dalle. Donc, lorsque les charges deviennent importantes, on recourt au radier nervuré. Elles peuvent être disposées dans un seul sens ou dans les deux. On a déjà eu à traiter une vidéo sur ça. Cela dépend de la portée, de la disposition des murs ou des poteaux. L'ensemble donne des alvéoles qu'il est nécessaire de remblayer. Si on veut utiliser les sous-sols, une deuxième dalle en partie haute, les poteaux et les murs portent sur les poutres. Là, il y a différentes tendances. Si on place le radier au-dessus de la dalle ici, le radier ne sera pas utilisable. Vous voyez les différentes illustrations. La dalle peut être située soit en partie inférieure. La dalle placée en zone comprimée renforce la poutre qui de ses faits est en forme de T renversé ou en échelle. Inconvénient, fouille importante mais simple, coffrage compliqué et important. Nécessité de remplir le creux entre le poutre et les nervures pour utiliser la surface. Par exemple, si on veut utiliser les sous-sols comme parking, risque de sous-pression plus important. Dans la partie inférieure, ça se fait aussi, la dalle se trouve dans la zone tendue de la poutre et ne participe pas à sa résistance. Inconvénient, terrassement complexe, armature plus compliquée. Les armatures secondaires doivent reprendre les charges pour les reporter dans les zones comprimées. L'épaisseur plus grande de la dalle, donc augmentation du poids.
Avantage, surface supérieure de radar directement utilisable. Donc, ici, si on pèse les inconvénients et les avantages du positionnement de radier, on opte pour le positionnement pour positionner nos nervures dans la partie. Parlons du radier champignon. Donc, c'est dans le cas d'une construction en ossature, on peut traiter le radier selon le principe de plancher champignon. Il ne comporte pas de nervures, ce qui permet d'avoir une surface plate et dégagée pour de grandes portées. Mais pour lutter contre le poinçonnement, on recourt au chapiteau, juste au pied des poteaux. Les charges sont transmises des poteaux à la dalle épaisse 50 cm, qui est la dimension minimale, par l'intermédiaire du chapiteau, ce qui permet de répartir progressivement la charge. Nécessité de répartir régulièrement le poteau. La portée dans un sens ne peut pas excéder 2 fois la portée dans l'autre sens. Ça, ce sont les critères de conception. Donc, la portée dans un sens ne peut pas excéder la portée dans la distance entre poteaux dans l'autre sens. Facilité d'exécution, les chapiteaux encombrent au sol. Les chapiteaux doivent être incorporés dans la dalle, béton fortement armé pour les chapiteaux, ce qui permet d'avoir une surface totalement plate. Quatrième et dernier type, on parle de radier voûté. L'axe est voûté perpendiculaire à la grande dimension du radier. Les voûtes permettent d'augmenter le portée, distance entre les éléments porteurs, sans augmenter sensiblement l'épaisseur du radier. C'est ça l'avantage des voûtes. La mise en œuvre est assez complexe, mais les radiers voûtés sont minces, 12 à 20 cm. Donc c'est économique. Ils travaillent essentiellement en compression, ils sont donc économiques en béton et en acier. Il est nécessaire de faire une répartition symétrique de charge. Les poussées des voûtes sont reprises par les culées aux extrémités ou par des tirants. Les tirants peuvent être constitués par des barres en acier, par des poutres en verre placées perpendiculairement à l'axe des voûtes. Ils peuvent être lestés de sable si nécessaire en cas de sous-pression. Les poutres sont placées en droit de mur et sous les aliments de poteaux. Inconvénient, difficulté de mise en forme du béton de la voûte, ça l'inconvénient. Coffrage des tirants, c'est difficile. Remplissage de creux pour rendre la surface utilisable. Là, nous voyons un tableau comparatif des 4 types de radiers avec leur constitution, le schéma qui les caractérise, les avantages ainsi que les inconvénients. Si je peux ajouter quelque chose concernant les radiers plats, c'est les dosages. Le dosage ne doit pas être moins de 300 kg par mètre cube, c'est normal, parce que le dosage du béton armé commence par là aussi. Radier plat nervuré. Ici, si on peut ajouter un élément, il s'agit de l'espacement des poutres transversales, qui généralement varie de 2,50 m à 3,50 m. Autre chose, les radiers voûtés, on parle que les tirants sont à distance de 4 mètres. Et concernant le chapiteau, nécessité de remplir régulièrement les poteaux. Concernant les armatures, la solution rationnelle, c'est ça. La dalle à la partie inférieure du radier. Radier répartiteur de charge. D'une manière générale, il est impossible de connaître la répartition exacte des réactions s'exerçant sous un radier. En effet, celles-ci dépendent de la nature du sol et des coefficients d'élasticité respectifs, sol radier et radier structure. Le calcul d'un radier nécessite donc le choix d'hypothèses simplificatrices sur les diagrammes de la réaction du sol. Effectivement, comme ce diagramme-là n'est pas uniforme, donc ça nécessite d'avoir recours aux hypothèses simplificatrices. Toutefois, il est impératif de vérifier les conditions de la statique, l'équilibre global entre la réaction du sol et l'ensemble de charges apportées par la superstructure. Le radier par simplification est toujours considéré comme infiniment raide par rapport à sa superstructure. On traitera aussi de cette vidéo-là entre le radier et la fondation. Qu'est-ce qui doit être raide? Il y a plusieurs choix, plusieurs dispositions, plusieurs manières de faire.
En d'autres termes, le poteau et le voile s'appuyant sur le radier sont considérés comme articulés. Ce qui signifie que on considère que le poteau ne transmet pas de mouvement au radier. Radier rigide. Si le radier est rigide, on a déjà eu à traiter ça. Le calcul est mené en considérant une répartition linéaire du sol. Voici les différentes formules. Pour dimensionner l'épaisseur de nos nervures, on utilise L' sur 10. L' étant l'entraxe des poteaux parallèlement aux nervures. C'est tout à fait normal. Même le poutre, on le dimensionne comme ça. La dalle, L sur 10, elle entasse les poteaux perpendiculairement aux nervures. Donc on suppose que perpendiculairement aux nervures, c'est la petite portée. Radier souple. Cette méthode ne tient pas compte de la continuité. Si le radier est souple, on ne doit pas tenir compte de la continuité. Elle consiste à vérifier les conditions de la statique et les non-positionnements du sol sous la surface correspondant à chaque poteau, voile puis isolement. Donc c'est vraiment laborieux, raison pour laquelle on évite d'avoir à utiliser les radiers souples. On cherche le plus à avoir des radiers rigides, puisqu'on risquerait de se fatiguer à vérifier ça. Même si on peut simplifier les choses en ne vérifiant que sur les poteaux le plus chargés. Et la surface peut être discontinue si la résistance du sol le permet. La forme du diagramme choisi peut être rectangulaire, soit triangulaire. C'était le petit mot qu'on avait pour vous ce matin. Nous vous offrons un bon début de semaine et surtout abonnez-vous, restez attentifs, partagez la vidéo, posez vos questions. Nous sommes là pour vous. Merci.